Le mois dernier, je vous ai parlé de 5 œuvres que j'aime particulièrement, en citant un peu de tout, mais je l'ai déjà dit, mon média favori est le jeu vidéo et mon style favori est le RPG. Je vais donc leur rendre justice aujourd'hui en vous parlant de 5 RPG que j'aime ou trouve particulièrement intéressants. Bienvenue dans ce storytelling sur 5 RPG que j'aime. Encore une fois, on va aller chercher 5 licences et univers différents, mais vu que j'aime surtout les JRPG, je vais probablement en citer beaucoup. Tout le monde connaît Pokémon, même ceux qui n'y ont jamais joué connaissent Pokémon. Et si on entend souvent des réflexions un peu débiles à base de c'était mieux avant quand on parle des designs, ce qui est faux, mais c'est pas la question, on ne peut pas nier que les scénarios des jeux se sont bien améliorés avec le temps. Et si mon jeu préféré est Pokémon Platine, j'ai plutôt envie de vous parler de Pokémon Noir et Blanc. Pokémon Noir et Blanc, ce sont les jeux de la 5ème génération, où les Pokémon vedettes sont Reshiram et Zekrom, représentant les concepts d'idéal et de réalité, mais ce sont surtout les jeux qui viennent mettre un sacré coup de pied dans la relation dresseur-Pokémon, avec les antagonistes que représente la Team Plasma et surtout N. Dans tous les jeux, on présente notre personnage comme un dresseur proche de ses Pokémon, qui s'occupe bien d'eux et qui les considère comme des amis plus que comme des outils, alors qu'on ne fait rien de particulier en réalité, c'est vraiment de la caractérisation par les PNJ. Mais dans Noir et Blanc, le personnage de N questionne cet état de fait en discutant avec nous, exprimant son point de vue et son discours ne s'adresse pas au personnage que nous incarnons mais aux joueurs directement. Comment considérez-vous vos Pokémon? Êtes-vous vraiment une bonne personne avec eux? Agissez-vous différemment des autres dresseurs que vous confrontez durant l'aventure? L'écriture des personnages, et par extension du scénario, change la dynamique habituelle des jeux Pokémon. Oui, on continue de voyager en récupérant les 8 badges pour combattre la ligue à la fin. Oui, on confronte nos rivaux à plusieurs reprises tout en affrontant une organisation accomplissant des actions douteuses. Mais le personnage de N et sa mentalité dépassent le cadre du jeu pour questionner le joueur. Au final, êtes-vous un bon ou un mauvais dresseur de Pokémon? Kingdom Hearts, c'est une saga qui divise. On a d'un côté les gens qui aiment la détester, d'un autre ceux qui détestent l'adorer, et plein de manières de penser différentes entre les deux. De mon côté, elle fait partie intégrante de mon enfance, et bien que je ne sache pas trop quoi penser de ces derniers opus, il y a à boire et à manger comme on dit, j'ai un opus qui reste un de mes jeux favoris et que je considère comme le meilleur de sa propre série, Birth by Sleep. Birth by Sleep est un préquel se déroulant 10 ans avant le premier jeu et qui nous propose de jouer 3 personnages, Terra, Aqua et Ven. L'intérêt des 3 personnages est que s'ils visitent tous les mêmes mondes, ils le font à des moments différents, et on voit donc les conséquences de certaines décisions prises par un personnage avec un autre. De plus, ils peuvent se croiser le temps d'une cinématique, montrant donc l'évolution du temps entre eux et à quelle vitesse ils progressent. La particularité de Birth by Sleep vient aussi de son statut de préquel, qui donne 2 lectures possibles au jeu. Si on a joué aux autres jeux de la franchise sortis avant celui-ci, on sait comment ça va se terminer, et à la manière d'un Crisis Core pour Final Fantasy VII, on avance à reculons vers un dénouement qu'on ne veut pas voir, alors que si on connaît rien à la saga, et on commence par celui-ci, on découvre l'univers et l'histoire de manière logique et intéressante, le jeu n'étant pas une simple compilation de « Hey, t'as la rêve de ce que t'as vu dans un autre jeu ?» et c'est aussi un grand atout de ce dernier, il arrive à être indépendant. Birth by Sleep fait évidemment partie d'un tout dans l'univers de Kingdom Hearts, mais contrairement à tous les épisodes, excepté le premier parce que, c'est le premier, il peut se jouer indépendamment et être compris sans avoir fait un autre jeu. La dynamique de lecture s'inversant est devenue une lecture classique où les éléments se suivent entre les jeux plutôt que d'être des révélations qui expliquent comment les choses sont arrivées à ce point. Bref, un excellent jeu bien écrit, tout ce qu'on demande. Mine de rien, le premier Persona est sorti en 1996, et bien que la série avait sa petite popularité, c'est 20 ans plus tard avec Persona 5 que cette dernière va exploser. Excellent sur tous les points, en plus d'être original, ce 5ème opus a volé le cœur de nombreux joueurs, se révélant comme un des meilleurs RPG de tous les temps, et si son scénario fonctionne bien, je tiens surtout à saluer l'écriture des S-Link. Les S-Link, ou confidents dans Persona 5, sont des personnages importants qui sont tous représentés par une arcane majeure de tarot, et la particularité de ceux-ci est qu'ils sont, pour la plupart, des mini-scénarios non obligatoires, mais tout aussi intéressants que le scénario principal. Ici, le confident est le personnage central de ce mini-scénario, et au travers des différentes scènes, son histoire va évoluer et le personnage va y être développé. Le fait que ces confidents soient aussi bien des PNJ que des personnages principaux permet aussi de voir différents types d'écriture. Là où le PNJ va être entièrement présenté durant son scénario et aura vécu un arc complet avec celui-ci, un personnage principal va développer ce qu'on sait de lui et s'affirmer tout en restant cohérent avec son évolution dans le scénario principal. Ici, s'occuper des mini-scénarios des confidents est un choix du joueur, il peut totalement les ignorer, mais ce serait passé à côté d'énormément de développement de personnages qui donne toute sa saveur au meilleur côté de la saga Persona, le mélange entre la vie de lycéen et le monde fantastique. Je ne suis pas un grand fan des jeux From Software, ça ne me parle pas en termes de gameplay et certains fans hardcore ne m'aident pas à avoir envie de m'y mettre, toutefois je ne peux pas nier qu'une grande force de ces jeux vient de l'écriture de leurs univers, et s'il y a bien un jeu qui me tente énormément et sur lequel j'ai envie de me lancer, c'est Elden Ring. Dans un jeu classique, le scénario et l'histoire se développent et se débloquent au fur et à mesure qu'on avance, étant donné comme une sorte de récompense pour avoir atteint une partie du jeu. Dans Elden Ring, on en est loin, car le jeu se veut assez cryptique, mais c'est aussi cela qui lui donne toute sa saveur. Le fait que le scénario ne se débloque pas simplement en avançant parce qu'on suit une flèche au-dessus de notre tête, je caricature mais vous comprenez l'idée, amène au fait qu'on peut
en trouver n'importe où, dans n'importe quelle pièce et grâce à n'importe quel PNJ. Cela donne tout son sens à l'exploration, car un peu comme un Breath of the Wild, on est récompensé en explorant le jeu et en tombant des boss de plus en plus difficiles, nous donnant des morceaux d'histoire et de lore qui nous permettent de mieux comprendre l'univers dans lequel on avance. Le fait que le jeu soit écrit de cette manière permet au joueur d'avancer comme il le souhaite, et lorsqu'il découvre un morceau d'histoire duquel il ne comprend pas tout, cela le poussera à soit aller chercher d'autres morceaux pour comprendre ce qu'il a déjà trouvé, soit à théoriser lui-même ce qui a pu se passer, le jeu restant cryptique sur énormément de points. Ici, le scénario est un prétexte pour nous faire explorer afin d'en apprendre plus sur le monde du jeu, sur ce qu'il s'est passé, sur ses figures emblématiques et fortes dont les actions ont marqué la face du monde à jamais. Bref, le jeu n'oblige pas ses joueurs à tout explorer pour se finir, mais les fans de lore, comme moi, seront grandement récompensés en décidant d'aller vaincre toutes les créatures impitoyables qui rôdent sur Elden Ring. Chose qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Bon, avez-vous entendu parler du fameux MMORPG Final Fantasy XIV et de son essai gratuit vous permettant de tester le jeu de base ainsi que sa première extension multiple imprimée Heavensward et sa seconde extension multiple imprimée Stormblood jusqu'au niveau 70 et ce sans limite de temps de jeu. Au-delà du mème que représente ce copypasta, Final Fantasy XIV est un jeu qui vaut le coup d'être essayé juste pour son histoire, que ce soit celle qu'il nous propose ou celle de son existence. Ce jeu aurait dû mourir, il était destiné à mourir, mais avec un changement de producteur et une équipe soudée à ses côtés, il a réussi l'impossible et faire de ce MMORPG devant mourir le meilleur de tous les temps. Pas ouvert au débat, tout ça, vous connaissez à force. Le jeu offre un scénario plein d'aventures et de promesses, évoluant au fur et à mesure pour gagner en intensité, en émotion, en épique, et réussit à proposer des personnages, aussi bien chez les protagonistes que les antagonistes, intéressants tout en s'attaquant à de nombreux sujets différents, et je ne vous parle que de la quête principale, le jeu possédant énormément de quêtes et scénarios secondaires qui, à plus petite échelle, sont tous intéressants et développent l'univers dans lequel le joueur évolue. Ce jeu est vaste, et si vous osez vous lancer dedans, vous êtes certain d'y trouver quelque chose qui vous plaît. Les RPG, c'est le style de jeu qui m'a fait aimer les jeux vidéo et qui en très grande partie définit qui je suis aujourd'hui, ainsi que mon amour pour les histoires et le scénario. Mais plutôt que de continuer à parler de moi, j'ai une question pour vous. C'est lequel votre RPG favori ?